La nuit s'était figée sur Ouagadougou quand le téléphone du palais a brisé le silence. 48 heures, un ultimatum, une menace étrangère. En un instant, le destin du Burkina Faso semblait suspendu à une voix distante. Mais que devient un peuple quand Ibrahim Traoré refuse de plier, quand un seul non renverse l'équilibre de la peur? À cet instant, l'Afrique entière retint son souffle. Au-delà de la voix menaçante, il restait une question brûlante. Que perd un pays lorsqu'il cède à la peur? Pour Ibrahim Traoré, la réponse était limpide. Tout. Son mandat ne reposait pas sur la complaisance, mais sur la souveraineté. Dans un monde d'alliances fragiles, il promit que le Burkina Faso ne serait jamais plus un simple pion diplomatique. Cette promesse n'était pas un slogan, mais une ligne de conduite. Protéger la souveraineté, coûte que coûte, voilà le véritable devoir d'un État. Elle impliquait des sacrifices, isolement, sanctions, voire la guerre économique. Pourtant, pour lui, la reddition morale aurait été une défaite bien plus lourde. Derrière la porte close du palais, les conseillers comprirent qu'ils n'assistaient, n'est-ce pas, à une simple crise. Ils voyaient naître une doctrine, celle d'un continent décidé à se redresser. Et dans ce choix se dessinait déjà un autre risque, et une révélation à venir. 48 heures plus tard, le téléphone avait cessé de sonner, mais le tumulte, lui, venait de commencer. Dans les couloirs du palais présidentiel, les dossiers s'entassaient, les cartes se dépliaient. Le Burkina Faso venait d'entrer dans sa plus longue nuit diplomatique depuis son indépendance. Ce soir-là, Ibrahim Traoré ne chercha pas à calmer la tempête. Il la provoqua, volontairement, par une seule décision: rompre tout accord jugé contraire à la souveraineté nationale. Autour de lui, ses ministres comprirent que la menace n'était pas militaire, mais économique et symbolique. Les lignes téléphoniques vers l'étranger furent coupées, les alliances réévaluées. Le pays, isolé, devait désormais apprendre à parler d'une seule voix. L'appel de Benjamin Netanyahou n'était que le premier domino d'une chaîne plus vaste. Dans les 48 heures suivantes, 3 appels sortirent de Ouagadougou, Caracas, Moscou, Pékin. Chacun d'eux devint un pari pour la survie. Ibrahim Traoré y voyait une chance: transformer la solitude en levier. Au-delà des murs du palais, la capitale s'éveillait. Les stations de radio diffusaient son discours. Les marchés, d'ordinaire bruyants, s'étaient tus pour écouter. Les gens découvraient qu'ils n'étaient pas seuls. Leur président avait choisi de tenir tête. Ce geste, simple et fou à la fois, déclencha une onde nouvelle, celle d'un peuple qui comprend que la dignité n'est pas négociable. Ainsi commença ce que l'histoire retiendra comme les 48 heures de Ouagadougou. Une séquence brève, mais décisive, où un pays sans armes choisit la résistance morale comme seul bouclier. Dans les premières heures de qui suivirent à la rupture, Ouagadougou se transforma en quartier général d'une nation sur le fil. Les conseillers d'Ibrahim Traoré travaillaient à la lumière vacillante des générateurs, redessinant les priorités du pays: sécurité, énergie, communication. Autour d'une table étroite, 3 figures prirent place: le ministre de la Défense, le chef du renseignement, la ministre de l'Économie. Tous savaient que l'histoire venait d'accélérer. Le premier micro-cas se joua à la radio nationale. Une jeune présentatrice, la voix tremblante, lut le discours présidentiel en direct. Sa diction hésitante devint le symbole d'un courage partagé. Le second se déroula sur un marché périphérique. Un vieil artisan, levant les yeux vers le poste accroché à sa boutique, murmura simplement: « Il a parlé pour nous ». Ces instants anonymes tissèrent de la toile du nouveau récit. Ce n'était plus seulement un affrontement d'États, mais une conversation entre un dirigeant et son peuple. Ibrahim Traoré venait d'inaugurer un langage rare, celui d'un chef qui consulte en résistant. Les diplomates occidentaux observaient la scène avec méfiance, incapables de décoder cette communication directe. Car ici,
La stratégie n'était plus signée par des traités, mais par la foi collective d'un peuple décidé à tenir. Et au cœur de ce fracas, une phrase revenait sans cesse. Un pays uni ne négocie pas sa dignité. Tout commença à minuit. Le silence du palais fut brisé par une réunion d'urgence. Cartes, dossiers, voix tendues. En moins d'une heure, le cercle rapproché d'Ibrahim Traoré s'était réuni. Personne ne parlait fort, chacun savait que le moindre mot pouvait devenir une arme. À 00h43, les communications avec certaines ambassades furent suspendues. À 05h12, l'état-major reçut l'ordre de verrouiller les frontières numériques. À 05h47, une ligne directe fut ouverte avec Caracas. Le président vénézuélien répondit aussitôt. La coordination était lancée. Le Burkina Faso venait d'entrer dans une bataille invisible, faite de câbles, de réseaux, de mots codés. Les serveurs du ministère furent déplacés hors de la capitale, les archives sécurisées sur des terminaux déconnectés. Cette nuit-là, la cybersouveraineté cessa d'être un concept. Elle devint un acte. Vers l'aube, un deuxième appel partit pour Moscou. Poutine, sobre, promit une assistance technique et une protection discrète. Le ton était clair. Il ne s'agissait pas d'un alignement idéologique, mais d'un calcul stratégique. En retour, Ouagadougou s'engageait à ouvrir des corridors énergétiques pour le futur. Au même moment, mais dans les rues, la rumeur s'enflamma. Les stations locales répétaient la phrase présidentielle. « Nous ne plierons pas ». Les premiers cortèges surgirent spontanément devant la maison du peuple. Aucun slogan haineux, seulement des drapeaux et des chants. Le pays tenait debout. L'après-midi, la tension monta d'un cran. Les marchés financiers suspendirent plusieurs transactions africaines. Les médias étrangers annoncèrent une rupture irréversible. L'effet fut paradoxal. Au lieu d'effrayer, il souda. Ibrahim Traoré fit une apparition télévisée de 7 minutes. Pas de prompteur, pas de notes. Nous avons 48 heures pour choisir, dépendre ou décider. Cette phrase devint le mot d'ordre des rues et des campagnes. À la 24e heure, les premiers signes de riposte apparurent. Coupures électriques, ralentissement bancaire, pression diplomatique. Les ambassades occidentales réduisirent leur personnel. Mais chaque nouvelle sanction renforçait le discours présidentiel. La résistance devenait tangible. La 32e heure marqua le point de bascule. Les images de Ouagadougou furent reprises à Accra, Bamako, Lagos. Des mouvements de soutien se formaient déjà, annonçant une contagion politique que nul n'avait prévue. Enfin, à la 48e heure, le téléphone sonna de nouveau. La même voix, plus basse, proposait une négociation. Mais le président ne répondit pas tout de suite. Il regarda par la fenêtre. Dans la cour, des soldats et des civils scandaient son nom. Cette fois, l'Afrique entière observait. Le monde, lui, commençait à comprendre que quelque chose venait de se rompre. Pas seulement un contrat, mais un rapport de force. Et dans le silence qui suivit, une question suspendue resta en l'air. Que se passe-t-il quand la menace échoue ? Avant la crise, le Burkina Faso dépendait à 72% de financement extérieur pour son budget national. 3 mois après la rupture, ce taux tomba à 48%, une contraction brutale, mais assumée. Cette chute, loin d'être un effondrement, marquait la première indépendance budgétaire depuis 20 ans. Deuxième indicateur, les importations d'énergie. Avant la tension diplomatique, 60% provenaient d'Europe. À la fin du trimestre, seulement 34%. La différence fut compensée par de nouveaux accords conclus avec le Venezuela et la Russie. Ces chiffres disaient plus qu'un discours. Le pays réorientait sa dépendance sans imploser. Troisième donnée, la mobilisation citoyenne. En juillet, 1,8 million de personnes participèrent à au moins une action communautaire liée à la souveraineté. C'était près du triple du niveau observé 6 mois plus tôt. Derrière ce nombre se cachait un changement culturel profond.
Le patriotisme économique cessait d'être abstrait. Ces transformations ne furent pas sans douleur. L'inflation dépassa brièvement 9,4%, une poussée maîtrisée grâce à un gel ciblé des prix agricoles. Les marchés restaient tendus, mais la stabilité politique, rare dans la région, jouait le rôle d'amortisseur social. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le ministère des Finances lança une réforme inattendue: taxer les transactions minières étrangères pour financer l'éducation rurale. En 2 mois, 7 milliards de CFA furent redirigés vers les communes. Chaque école rénovée devint un symbole d'autonomie. Dans le même temps, les échanges commerciaux intra-africains augmentèrent de 42%, signe d'un repositionnement géopolitique majeur. Le Burkina Faso cessa de dépendre d'un seul pôle et se relia à plusieurs circuits émergents. La diplomatie économique remplaçait la diplomatie d'assistance. Mais le plus marquant restait invisible: la résilience numérique. Depuis la mise en place du réseau interne SahelNet, aucune attaque majeure n'avait paralysé les institutions. Les ingénieurs locaux, formés à la hâte, avaient conçu un pare-feu souverain, preuve que la technologie pouvait devenir un instrument de libération. Au-delà des colonnes de chiffres, un constat s'imposait. La vulnérabilité initiale s'était muée en apprentissage collectif. Le pays prouvait qu'une petite nation, dépourvue de puissance militaire, pouvait survivre en transformant chaque sanction en opportunité d'innovation. Et dans chaque graphique, chaque rapport budgétaire, un nom revenait: Ibrahim Traoré, non pas comme héros, mais comme déclencheur d'un mécanisme d'autonomie durable. Ce changement, mesuré à la décimale près, préparait déjà la scène suivante: celle du débat, des contradictions, des voix qui n'étaient pas toutes d'accord. Depuis les 48 heures de Ouagadougou, 2 écoles s'affrontent. La première voit dans la décision d'Ibrahim Traoré un acte fondateur, un président africain qui ose rompre le cycle de la dépendance. Selon ses partisans, il a replacé le Burkina Faso dans la géographie morale d'un continent longtemps tenu à l'écart. Il cite l'afflux de soutien populaire, la hausse des échanges intra-africains et la montée d'une conscience panafricaine. Pour eux, cette rupture n'était pas une provocation, mais une renaissance. La seconde école, plus pragmatique, y lit une dérive périlleuse. Rompre les partenariats avec les puissances traditionnelles, disent-ils, revient à affaiblir une économie encore fragile. Les sanctions, la fuite des capitaux, la méfiance des investisseurs, autant de coûts qu'aucune rhétorique ne compense. Certains diplomates affirment même que la posture de fermeté risque d'isoler durablement le pays et d'exposer la population à des pénuries futures. Entre ces 2 camps, une réalité plus complexe se dessine. Les chiffres montrent que si la croissance a ralenti, la stabilité sociale s'est renforcée. Les salaires publics furent maintenus, les programmes communautaires poursuivis. Le pari d'Ibrahim Traoré consistait moins à gagner un combat économique qu'à reconstruire la confiance intérieure. Dans cette équation, la cohésion nationale valait plus qu'un point de PIB. Pour comprendre ce choix, il faut relire les signaux. La jeunesse soutient massivement la ligne souverainiste. Les campagnes redécouvrent l'autonomie productive. Les critiques extérieures oublient peut-être que l'histoire africaine se mesure en générations, non en trimestres budgétaires. Ainsi, ni triomphe romantique ni faute stratégique, l'acte du président demeure un test de résistance. Et c'est dans cette tension entre idéal et pragmatisme que se prépare la prochaine scène, celle où le monde commence, malgré lui, à écouter. 48 heures ont suffi. Ce n'était plus une crise, c'était un basculement. Les écrans du monde diffusaient désormais une image nouvelle, celle d'un président africain parlant d'égal à égal aux grandes puissances. Dans les chancelleries, le ton changea. Les menaces d'hier devinrent des offres de dialogue. À Tel Aviv, Washington, Bruxelles, on mesurait enfin l'effet inverse du chantage. Le Burkina Faso
avait cessé d'obéir au script écrit ailleurs. Ibrahim Traoré n'avait pas triomphé militairement, mais symboliquement. Il venait d'installer une idée durable. L'Afrique pouvait refuser sans s'effondrer. Ses interlocuteurs, jadis hautains, parlaient maintenant de stabilité régionale et d'intérêt mutuel. Pendant ce temps, dans les rues de Ouagadougou, les gens ne parlaient plus de peur, mais de dignité. Les jeunes peignaient Monglesing son visage sur les murs, non comme celui d'un chef, mais d'un signal. Résister est possible. Ce renversement discret n'était pas la fin du combat. C'était le milieu, le moment où l'histoire, enfin, commence à pencher de l'autre côté. Dans les mois qui suivirent la crise des 48 heures, le Burkina Faso entra dans une phase de reconstruction singulière. Ni effondrement, ni miracle, mais une lente reconfiguration. Du côté de la population, dans les quartiers populaires de Ouagadougou, les pénuries initiales cédèrent la place à une économie d'entraide. Les coopératives agricoles, nées de l'urgence, devinrent permanentes. Plus de 2700 furent enregistrées au premier trimestre. Les familles réapprirent à produire, à échanger, sans attendre les importations. Les sondages internes indiquaient que 70% des citoyens considéraient la souveraineté comme devoir collectif. Ce chiffre, jamais atteint auparavant, reflétait un changement profond de perception. Du côté des entreprises, privées de capitaux étrangers, elles se tournèrent vers les circuits africains. Les petites sociétés d'énergie solaire connurent une croissance de 35%. Les artisans créèrent leur propre plateforme d'échange. Un nouvel écosystème surgit, encore fragile, mais audacieux. Cette dynamique interne remplaça l'aide extérieure par un réseau d'autonomie commerciale. Pour l'État, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les institutions adoptèrent une logique de résilience. Les salaires publics furent maintenus malgré la baisse du PIB estimé à du 8%. Les écoles rurales rouvrirent grâce aux taxes minières redistribuées. Les infrastructures critiques, protégées par le programme Sachelnet, restèrent fonctionnelles. La gouvernance se fit plus resserrée, plus technicienne. Moins de promesses, plus de mesures. À l'échelle de la région et du continent, au Mali, au Niger, au Ghana, la réaction fut immédiate. Marches, déclarations, réunions d'urgence de l'Union africaine. L'idée d'un axe de souveraineté prit forme, bien au-delà des frontières. Des accords de défense mutuelle furent esquissés, des programmes d'éducation panafricaine lancés. Ce qui avait commencé comme un épisode national devint un précédent continental. À l'échelle internationale, les médias oscillèrent entre prudence et fascination. L'Occident parlait de isolement, l'Afrique de réveil. Le contraste fit la force du récit, car désormais, le pays jadis perçu comme périphérique dictait sa propre narration. Ibrahim Traoré, sans le chercher, avait incarné la bascule d'un imaginaire, celui d'un continent qui ne demande plus la permission d'exister. Et dans chaque marché, chaque école, chaque frontière, ce changement se lisait dans les gestes ordinaires d'un peuple debout. Dans un scénario de base, le Burkina Faso poursuit sa stabilisation lente. La croissance reste proche de 2%, freinée par les tensions logistiques, mais soutenue par la demande interne. Les alliances africaines gagnent en densité, flux commerciaux, partage d'expertise numérique, diplomatie de terrain. Ibrahim Traoré consolide les institutions. La légitimité populaire demeure forte, bien que les équilibres budgétaires restent fragiles. C'est le scénario de la continuité. Ni flambée, ni effondrement, seulement la persistance d'une résistance maîtrisée. Dans un scénario optimiste, les partenariats alternatifs, Chine, Venezuela, Russie, se traduisent en investissements concrets. Des infrastructures énergétiques entrent en service. L'agriculture se modernise. La diaspora réinvestit. Transferts financiers, plus 18%, création d'entreprises locales, retour des compétences. Les indicateurs sociaux s'améliorent et le pays devient un centre symbolique du panafricanisme pragmatique. Dans ce contexte,
Ibrahim Traoré passe du statut de résistant à celui de bâtisseur. L'Afrique de l'Ouest gagne un pôle stable, capable de négocier d'égal à égal avec les blocs mondiaux. Dans un scénario pessimiste, les sanctions persistent, les flux monétaires se tarissent et l'inflation dépasse 12%. Les tensions sociales renaissent. La population s'épuise avant de récolter les fruits du changement. Les partenaires émergent, se replient en craignant l'instabilité régionale. Le pouvoir s'isole, piégé entre la fierté souveraine et la réalité économique. La promesse d'autonomie risque alors de se transformer en fardeau collectif. En guise de conclusion, si la nation veut éviter ces extrêmes, alors elle doit ancrer sa résistance dans la coopération sélective. Ouvrir, mais choisir. Dialoguer, sans dépendre. Renforcer l'éducation économique. Multiplier les liens sud-sud. Digitaliser les infrastructures. Car la souveraineté du XXIe siècle ne se défend plus seulement par les armes, mais par la maîtrise de ses données, de son récit et de sa confiance. Ce que le Burkina Faso a vécu ne se résume pas à un épisode diplomatique. C'est une leçon de lucidité. Pendant que le monde débattait des alliances, les Burkinabés ont redécouvert la valeur du mot « ensemble ». Dans chaque marché, chaque école, chaque cours d'immeuble, la politique est redevenue une affaire humaine. Nourrir, éduquer, comprendre. Ibrahim Traoré n'a pas demandé à son peuple de le suivre. Il a choisi de marcher à ses côtés. Cette nuance, minuscule dans le discours, a tout changé dans la réalité. Les jeunes n'attendent plus d'ordre venu d'en haut. Ils inventent des solutions locales, des micro-initiatives d'énergie, d'éducation, de solidarité. Les anciens, longtemps silencieux, se remettent à raconter leur histoire, celle d'un pays qui se souvient avoir survécu sans tutelle. Pour le spectateur extérieur, cette expérience pose une question. Que signifie la souveraineté à l'échelle d'une vie ordinaire? Peut-être simplement ceci: garder la liberté de choisir son travail, sa terre, ses mots. Chacun, même loin d'Afrique, peut en tirer une leçon pratique. Soutenir les échanges équitables plutôt que les dépendances travesties. Apprendre à reconnaître la dignité derrière le désaccord. Écouter avant de juger. Car la résistance, ici, n'est pas un cri contre le monde. C'est un murmure qui rappelle à chacun son pouvoir de dire non. Et dans ce murmure, Ibrahim Traoré n'est plus seul. Il incarne la voix collective de ceux qui relèvent la tête. La résistance ne suffit pas. Pour durer, elle doit s'organiser. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, une feuille de route sobre, mais exigeante, a vu le jour. 5 étapes pour consolider la souveraineté. Premièrement, il s'agit d'ancrer l'éducation souveraine. Former chaque élève à comprendre l'économie nationale, les ressources locales, la valeur du travail collectif. Objectif: 100% des écoles primaires dotées de modules civiques d'ici 1 an. Deuxièmement, il faut décentraliser la production. Les régions agricoles deviennent autonomes. Coopératives locales, circuits courts, énergie solaire. Chaque province mesure son indépendance en pourcentage d'autosuffisance alimentaire. Troisièmement, il convient de numériser pour protéger. Déploiement du réseau Sahelnet 2.0. Données publiques cryptées, cybersécurité gérée par des ingénieurs burkinabés. Indicateur: 0 interruption majeure sur 12 mois. Quatrièmement, il faut diversifier les alliances, nouer des partenariats équilibrés avec l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique du Sud. Critères: aucun partenaire ne dépasse 25% des échanges stratégiques. Cinquièmement, il s'agit de mesurer la dignité. Pas seulement le PIB, mais la confiance. Sondage, cohésion, perception d'avenir. Ce nouvel indice, IDN, indice de dignité nationale, devient l'outil de pilotage politique. Dans ces 5 lignes d'action, Ibrahim Traoré transforme la rhétorique en méthode. Ce n'est plus une posture héroïque, mais une ingénierie morale. Et si cette mécanique fonctionne, alors la prochaine bataille ne sera plus défensive. Elle sera créatrice. La boucle se referme comme elle avait commencé.
dans le silence d'une nuit de Ouagadougou. Mais cette fois, le téléphone du palais ne porte plus de menaces. Il transmet les voix des villages, les messages d'élèves, les chansons improvisées des marchés. Ce n'est plus un pays en alerte, c'est un pays qui respire. À la radio nationale, la même présentatrice qu'au premier soir relit un passage du discours d'Ibrahim Traoré. Sa voix ne tremble plus. Elle sait qu'au-delà des ondes, des millions d'oreilles écoutent non par crainte, mais par reconnaissance. Les habitants sortent sur les balcons. Le vent du Sahel transporte une rumeur douce, celle d'un peuple qui se souvient avoir dit non et être encore debout. Dans les rues, les lampes s'allument une à une, comme si la lumière cherchait enfin son chemin. Ibrahim Traoré regarde la ville depuis la fenêtre du palais. Là où tout avait commencé, la peur s'est transformée en certitude. Un peuple debout ne décroche plus au chantage. Ce qui s'est joué au Burkina Faso dépasse les frontières d'un seul pays. C'est une expérience qui interroge chacun. Jusqu'où accepter que d'autres décident à notre place? Dans les cafés de Ouagadougou comme dans les universités africaines, on discute désormais de souveraineté, non comme d'un slogan, mais comme d'un projet concret. L'histoire des 38 n'appartient plus seulement aux Burkinabés. Elle circule dans les chansons, les films, les débats en ligne. Elle devient un miroir où d'autres nations peuvent se regarder, qu'elles soient d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie ou d'Europe. Le spectateur, lui, peut choisir de rester à distance ou de participer, en s'informant au-delà des récits dominants, en soutenant les coopérations équitables, en partageant ces histoires où la dignité prime sur la peur. Car, au fond, la question n'est plus seulement « Que fera le Burkina Faso ?» Elle devient « Que ferons-nous chacun quand viendra notre propre ultimatum ?»